126 millions pour les anciens maîtres, indemnité que les esclaves n'ont jamais reçue. En 1849, la République française décide de consacrer 126 millions de francs à une indemnité liée à l'abolition de l'esclavage. Mais cet argent n'est pas destiné aux femmes et aux hommes qui ont été privés de liberté, séparés de leur famille, exploités et traités comme des biens. Il est destiné à ceux qui affirmaient avoir perdu leur propriété. Vous en doutez bien, les anciens maîtres. Cette histoire paraît lointaine, pourtant elle touche directement la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et plusieurs territoires profondément marqués par l'économie coloniale. Quand on a grandi en Guadeloupe, on comprend que ces décisions ne sont pas seulement des lignes écrites dans un vieux registre. Elles ont contribué à déterminer qui conserverait le capital, qui contrôlerait les terres et qui commencerait sa nouvelle vie sans patrimoine. Mais une question dérangeante demeure. Comment une république proclamant la république et l'égalité a-t-elle pu considérer que la perte financière des propriétaires méritait réparation, tandis que les personnes libérées ne recevaient pratiquement rien pour des générations de travail forcé? Reste bien jusqu'au bout car nous allons suivre le chemin de cet argent, découvrir qui l'a reçu et comprendre pourquoi cette décision continue d'éclairer certaines inégalités actuelles. Et surtout, je te montrerai comment reprendre aujourd'hui une part de contrôle sur ton avenir économique, notamment grâce à une stratégie patrimoniale accessible et structurée. Dans cette partie 1, on va voir ensemble une liberté proclamée, mais une injustice déjà préparée. Pour comprendre ce paiement, revenons au printemps 1848 à Paris. La monarchie vient de tomber et la Deuxième République proclame liberté, égalité, fraternité. Le 27 avril, un décret abolit l'esclavage. Dans les colonies françaises, près de 250 000 personnes doivent devenir libres. Mais dans les Antilles, l'attente est explosive. En Martinique, l'abolition est proclamée le 23 mai. Après une insurrection, en Guadeloupe, elle l'est le 27 mai. Avant l'arrivée des instructions parisiennes, cette décision semble fermer une période de violence. Pourtant, un détail juridique ouvre une nouvelle intrigue. L'article 5 du décret ne prévoit aucune réparation pour les personnes réduites en esclavage. Il annonce que l'Assemblée nationale déterminera l'indemnité accordée aux colons. Au moment où la République reconnaît que l'esclavage doit disparaître, elle prépare donc le dédommagement de ceux qui en ont profité. Les personnes libérées doivent reconstruire leur vie sans terre distribuée, sans capital de départ et dans une économie dominée par les anciennes familles propriétaires. La liberté juridique arrive, mais pas l'égalité matérielle. Garde cette question en tête. Pourquoi l'État craignait-il davantage les pertes financières des maîtres que la pauvreté imposée aux anciens esclaves? La réponse se trouve dans les débats précédents, le vote. Partie 2. Quand la République transforme des êtres humains en pertes financières. Après l'abolition, une bataille politique commence à Paris. Mais cette bataille ne porte pas sur la manière de réparer vie brisée par l'esclavage. Elle porte principalement sur une autre question. Combien faut-il verser aux anciens propriétaires pour éviter l'effondrement de l'économie coloniale? Le raisonnement défendu à l'époque est glaçant. Les personnes réduites en esclavage étaient considérées juridiquement comme des biens. En les libérant, l'État estimait donc retirer une propriété au maître. Certains responsables craignaient également que, sans indemnisation, les plantations disparaissent, que les banques coloniales s'effondrent et que les propriétaires refuse de participer au nouvel ordre économique. Le 30 avril 1849, une loi est finalement adoptée. Elle prévoit une rente annuelle de 6 millions de francs, représentant un capital de 120 millions à laquelle s'ajoutent 6 millions immédiatement payables en numéraire. Voilà comment on arrive au fameux 126 millions de francs. Mais observe bien ce qui vient de se passer. L'État a calculé la perte économique provoquée par la libération des esclaves sans calculer la valeur des années de travail qui leur avaient été volées. Les anciens maîtres deviennent officiellement les personnes à dédommager. Les anciens esclaves, eux, doivent commencer leur nouvelle vie sans indemnité, sans capital et souvent sans terre. À ce stade, j'aimerais connaître ton avis. Écris-moi en commentaire ce que tu aurais considéré comme une réparation juste en 1849. Car l'histoire devient encore plus troublante lorsqu'on découvre comment le montant a été réparti et qui a réellement récupéré cet argent. Dans cette partie 3, on va suivre l'argent. Qui a réellement profité de l'indemnité? Après le vote de la loi, une immense opération administrative commence. Dans les colonies, la commission examine les titres de propriété, les héritages, les dettes et le nombre de personnes autrefois détenues par chaque propriétaire. La liberté de milliers d'êtres humains est alors transformée en dossier, en calcul et en somme à distribuer. L'indemnité concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, le Sénégal et certains territoires de Madagascar. Mais tous les bénéficiaires ne reçoivent pas la même somme. Les propriétaires possédant les exploitations les plus importantes obtiennent naturellement les montants les plus élevés. L'histoire est cependant plus complexe qu'elle ne paraît. Parmi les bénéficiaires se trouvent aussi des petits propriétaires et des personnes libres de couleur qui possédaient parfois quelques esclaves. Plus de 30% des bénéficiaires appartenaient à cette dernière catégorie. Certains titres d'indemnité sont également récupérés par des créanciers, car de nombreux propriétaires sont endettés. Une partie de l'argent ne reste donc même pas dans les colonies. Elle rejoint des banques, des négociants et des investisseurs installés ailleurs.
Mais retiens surtout ceci, quelle que soit l'identité de la personne qui encaisse, l'argent circule uniquement du côté des propriétaires et de leurs créanciers. Pendant ce temps, les personnes libérées ne reçoivent aucun capital pour acheter une terre, construire une maison ou créer une activité. Elles doivent travailler dans une économie encore contrôlée par ceux qui viennent d'être indemnisés. Et c'est précisément ici que cette histoire cesse d'appartenir uniquement au passé. Que se produit-il lorsque certains commencent leur liberté avec du capital? Les autres commencent avec presque rien. La réponse explique une partie des inégalités patrimoniales encore visibles aujourd'hui. Dans cette partie 4, libre mais sans terre, l'injustice continue après 1848. Une théorie, l'abolition transforme les anciens esclaves en citoyens libres. Mais dans la réalité, une question essentielle reste sans réponse. Comment construire une nouvelle vie lorsqu'on ne possède ni terre, ni logement, ni épargne? Victor Churchill avait proposé que des lopins de terre soient distribués aux personnes libérées. Cette proposition est rejetée. Il n'y aurait donc aucune grande redistribution foncière permettant aux anciens esclaves de devenir massivement propriétaires et économiquement indépendants. Beaucoup restent alors liés aux habitations sucrières, non plus comme esclaves, mais comme travailleurs disposant de très peu de moyens pour négocier leurs conditions. D'autres tentent de s'installer sur des petites parcelles ou quittent les plantations pour maintenir la production. Les propriétaires font progressivement venir de nouveaux travailleurs engagés, notamment d'Afrique et d'Inde. Voilà la réponse à la question posée au début. L'indemnité n'a pas seulement récompensé les anciens maîtres, elle a surtout permis à ceux qui détenaient déjà les terres et les capitaux de conserver une avance économique considérable. On a grandi en Guadeloupe, on sait que la terre représente bien plus qu'un simple terrain. Elle signifie la sécurité, la transmission et l'indépendance. C'est précisément pour cela que cette histoire doit aussi nous pousser à agir. Dans la conclusion, je vais te montrer la leçon économique la plus importante à retenir et comment transformer cette mémoire en stratégie pour notre avenir. Conclusion. La liberté sans patrimoine est-elle une véritable liberté? Nous pouvons maintenant répondre à la question posée du début. Pourquoi la République française a-t-elle indemnité les anciens propriétaires plutôt que les personnes réduites en esclavage? Parce qu'en 1849, l'État a choisi de protéger l'ordre économique colonial. Il a reconnu la liberté des anciens esclaves tout en préservant une grande partie de la puissance financière de ceux qui avaient profité de ce système. Les 126 millions de francs ne représentent donc pas seulement une somme versée après l'abolition, ils symbolisent deux départs totalement différents. D'un côté, certains ont conservé leurs terres, leur réseau et reçu une compensation. De l'autre, des milliers de femmes et d'hommes ont commencé leur nouvelle existence sans indemnité, sans patrimoine important et sans véritable réparation pour le travail qui leur avait été volé. Cela ne signifie pas que toutes les difficultés économiques actuelles des Antilles viennent uniquement de cette décision, mais elle permet de comprendre comment certaines inégalités ont pu se transmettre et pourquoi l'accès à la terre, à la propriété et au capital reste un sujet aussi sensible. J'ai grandi en Guadeloupe et j'ai compris avec le temps qu'on ne peut pas changer l'histoire, mais qu'on peut décider de mieux préparer notre avenir. C'est notamment en construisant progressivement mon patrimoine immobilier que j'ai compris une chose essentielle. Posséder un actif, ce n'est pas seulement gagner de l'argent, c'est gagner de la sécurité, de l'indépendance et de la possibilité de transmettre quelque chose à la génération suivante. La plus grande leçon de cette histoire est donc simple. Une liberté qui ne donne aucun moyen de construire reste une liberté fragile. Nous devons connaître cette histoire, non pas pour rester prisonniers de la colère, mais pour comprendre les règles économiques qui ont façonné notre réalité et mieux nous organiser pour aujourd'hui. Nos ancêtres ont reçu la liberté sans patrimoine. Notre responsabilité est maintenant de transformer cette liberté en propriété, en entreprise, en investissement et en transmission. Si tu veux t'apprendre à poser les premières bases d'un patrimoine immobilier, tu trouveras dans la description le lien pour rejoindre mon challenge immobilier. Je vais t'y montrer une méthode structurée pour avancer, même lorsque tu ne disposes pas encore d'un capital important. Et pour continuer sur cette réflexion, regarde ensuite la vidéo complémentaire qui apparaît à l'écran. Elle t'expliquera pourquoi aux Antilles, travailler dur ne suffit pas toujours pour construire un véritable patrimoine. Alors, souviens-toi de cette phrase. En 1848, nos ancêtres ont obtenu le droit de devenir libres. Aujourd'hui, notre combat consiste à obtenir les moyens de le rester, de bâtir et de transmettre. Parce qu'un peuple qui connaît son histoire ne regarde plus son avenir de la même manière. C'était Will du mouvement Lionnage. Ensemble, nos plus forts.